J'ai pris conscience de cette inéluctable décorrélation entre les mots et le monde, alors que je vivais, pour un court temps, à 2271 mètres d'altitude, dans une vallée que l'on considérait à cette époque comme relativement sauvage. En tout cas, encore un peu préservée d'un tourisme nature auquel bon nombre d'entre nous aspiraient. J'avais quitté les chaleurs caniculaires désormais habituelles, les incendies réguliers des zones forestières, en souffrance depuis tant d'années, les trompes d'eau aussi impromptues qu'agressives. Je savais pourquoi j'étais là. Mais je me laissais volontairement bercer par l'incertitude de ce qu'il adviendrait en étant immergée ici. Des mots sans doute. Des sensations spirituelles, très certainement. Des souvenirs, évidemment. J'étais ailleurs, et cela suffisait à ouvrir un espace-temps singulier où quelque chose pouvait surgir. Je me glissais amoureusement dans le rythme circadien de la montagne alpine, de ses névés, de ses moraines, de ses falaises de schiste, de ses blocs gneissiques, de ses pâturages et de ses pierriers, et de celles et ceux qui habitent ponctuellement ou ad vitam aeternam ces espaces. Marmottes, choucas, alpinistes, randonneurs, éboulis, torrents, cieux étoilés, orages, averses, cascades, renards, papillons, giapettes, moucherons, et tant d'autres vivants que je ne savais ni nommer, ni voir. Chaque jour amenait une délicatesse nouvelle qui me surprenait, autant que je la surprenais. Parfois, je partais marcher de longues heures, arpenter une prairie, éprouver l'équilibre lors de la traversée d'un pierrier, escalader une roche rouge ferrugineuse, aller toucher l'eau glacée d'une cascade apparue le temps de la fonte des neiges. Parfois, je ne sortais pas de mon refuge, ne cherchant à être au monde que par l'entremise d'une fenêtre ouverte. La montagne face à moi était toujours là à m'attendre poliment. Et je sus. Un matin. Alors que je venais de gravir un col et de découvrir un panorama dont on me vendait la splendeur minérale. Je sus. Je sus que le glacier face auquel je me trouvais venait de trouver refuge en moi. Je restai quelque temps à tenter de comprendre ce que ces mots signifiaient et ce que mon corps hébergeur allait devenir, accueillant dans sa chair ce glacier mourant, engrisé de tous nos tournoiements industriels, dont on pouvait lire les cicatrices, comme les plaies à vif. Il me semblait qu'il s'était logé là, afin d'échapper à son destin, exister en dehors d'un institut de glaciologie, un musée de l'Anthropocène, ou un livre d'images que les générations à venir, vous, mes chers, allaient feuilleter comme témoignage de ce que l'on avait trop communément et trop facilement appelé le monde d'avant. Avant de quitter ce vallon de pierre, je glanais quelques éléments au hasard, comme la perve, tangible, mais pourtant inutile, que j'étais devenue le temps d'une balade quelconque, l'hôte d'un glacier. Avec évidence, je me suis mise à vivre avec ce bleu pâle éclatant de sa translucidité. Lorsque des décennies plus tard, les glaciers alpins disparurent définitivement, il m'apparut que je devais partager ce bleu pâle éclatant de sa translucidité avec lequel je coexistais. Les corps de mes deux enfants devinrent les nouveaux refuges de cet hôte silencieux et lumineux. Et dans un élan plus engagé que je n'avais été capable de l'envisager, ils décidèrent d'inaugurer un geste en mémoire de ces êtres qu'ils avaient vus s'engriser,
puis mourir et disparaître. En écho aussi à celui dont ils étaient devenus les gardiens de refuge. Le jour de cette curieuse migration, ils se saisirent des quelques fragments alpins que j'avais récoltés des années auparavant, au pied des glaces du vallon de Pierre, et les assemblèrent tant bien que mal pour les mouler. Ils en tirèrent 2 copies dans un matériau qu'ils avaient élaboré eux-mêmes à partir d'une terre argileuse à laquelle étaient associées des particules de cristaux de roche et des éléments plus obscurs. La forme était à la fois étrange et naturelle, évoquant aussi bien un rocher miniature qu'un arbuste bonsaïfié au feuillage extrêmement dense. Une sorte d'hybridation curieuse que je ne savais pas réellement décrire, encore moins nommer. Mais le frère et la sœur, volontaires et audacieux, énoncèrent promptement qu'il s'agissait d'un lieu-lien. D'un commun accord, ils mirent de côté un tirage qu'ils transmettraient ultérieurement, tandis qu'ils allaient user le second. Le matériau se révélait dur, et la mise en grain qu'ils souhaitaient allait leur demander du temps, du soin, de l'énergie et de l'amour. Polir, poncer, réduire cette forme née de leurs mains, accoucher de son effacement progressif, entamer une plongée, faire sa lente disparition, telle était leur ambition. Et de leurs gestes, que je voyais chaque jour se ralentir, s'économiser, s'amenuiser, comme s'il fallait qu'ils puissent durer le plus longtemps possible, émaner quelque chose de l'ordre du mémorial. J'étais sidérée par le soin que le frère et la sœur prenaient à acter de par leurs gestes cette disparition inéluctable et si rondement menée par leurs prédécesseurs, comme si chaque caresse effectuée resserrait le lien entre cette forme, née du glacier, qui s'était réfugié dans leur corps, et eux. L'invisibilité immédiate de leur action, au mieux quelques poussières qui s'envolaient, ne cessait pour autant d'épaissir les présences de tous ces corps. Au fil des semaines, le lien s'évanouissait, mais il me semblait que chaque grain de poussière volatile qui apparaissait, quittant sa matrice originelle, venait se lever dans la chair de ces 2 jeunes adultes. Et que cette disparition, loin de sonner comme le tosquin du Thanatocène, venait les attacher, les glacifier, les atomiser, les minéraliser avec tout ce qui n'était plus visible désormais, mort de l'étourdissement productif dans lequel nous étions immergés depuis tant de siècles. Mais qu'il réussissait par la puissance d'un geste à rendre palpable. Les mots retrouvaient une épaisseur charnelle, concrète, et le glacier qui vivait ces dernières heures et qui avait fait d'un corps humain son refuge, tel son cri de survie se colorait d'une puissance singulière, celle d'un mot fait geste. Je reviens à vos rires, qui ne cessent de s'étirer sous ma fenêtre, et je sais que vous recevrez prochainement de vos parents cet héritage. Vous vous ferez, vous aussi, un jour, riche de ces gestes reçus, les passeurs d'une couleur. L'hypothèse intuitive du frère et de la sœur s'est consolidée au fil des années. Depuis, d'autres formes de vie se sont réfugiées, d'autres histoires se sont façonnées, d'autres lieux-liens ont essaimé, enchevêtrant les mots, les gestes, les disparitions et les éclosions, faisant de nous toutes et de nous tous des tisserandes, tisserands, parentes et parents, du visible et de l'invisible.